terminer donc, cet atelier, je vais accueillir Jean-Robert Bissaillon. Alors, il faut croire qu'on a fait une sélection sur les compétences musicales de nos intervenants de cet après-midi, puisque Jean-Robert Bissaillon est aussi musicien. Il est aussi co-directeur du LATIS, donc, qui est le laboratoire de recherche sur la découvrabilité et les transformations des industries culturelles. Ça fait plaisir d'être avec vous. On va être dans un terrain différent et complémentaire, je dirais, de ce qu'on a entendu jusqu'ici cet après-midi. Donc, je suis Jean-Robert Bissaillon, je suis directeur du laboratoire de la recherche et la recherche sur la découvrabilité et les transformations numériques. Excusez-moi, je suis nerveux. Et les transformations des industries culturelles à l'ère du commerce électronique. C'est un laboratoire de recherche de l'Université du Québec à Montréal. Mais je suis désormais basé à Lyon et je suis essentiellement chercheur indépendant associé au LATIS. Vous avez un lien vers la présentation. Il y a pas mal de choses que vous allez peut-être vouloir consulter a posteriori. Donc, le lien, c'est bit.ly/OPC 8 octobre 2024. Sur LinkedIn, en lien avec les questions d'intelligence artificielle. En fait, c'est devenu, ça oblitère presque l'ensemble des autres débats. Et donc, je me suis immiscé dans une conversation, puis je disais que dans la conduite de conversation autour de l'IA, il semble que le premier principe à respecter, c'est de dire de quelle IA on parle. Parce que de plus en plus, les experts négligent de préciser ce dont ils parlent exactement, et ça fait en sorte que ça crée énormément de confusion, énormément de peur, panique chez les gens qui ne savent pas forcément de quoi on parle. Donc, l'IA elle est appliquée depuis longtemps à des principes de prise de décision, d'assistance à la prise de décision, de la recommandation et du profilage de goût. Et ça, c'est de ça surtout que je vais vous parler aujourd'hui, beaucoup plus que d'intelligence artificielle générative, parce que moi, je viens plus de l'intelligence artificielle type symbolique et les moteurs de recommandation. C'est ce qui m'intéressait au départ. Et les problèmes associés à l'usage des moteurs de recommandation sont loin d'être résolus. Donc, je ne pense pas qu'on parvienne très rapidement à résoudre les problèmes associés à l'intelligence artificielle générative, compte tenu du fait qu'on n'a pas encore résolu le problème qui précédait celui-là. Bon. Donc, il faut donc spécifier ce dont on parle avant d'en parler pour faire en sorte qu'on soit le plus possible sur la même longueur d'onde. Je vous ai monté une petite frise thématique vraiment pas scientifique du tout, mais qui retrace un peu l'évolution du vocabulaire et puis des enjeux associés aux questions de recommandation ou d'intelligence artificielle appliquées essentiellement au secteur de la musique, mais pas que. Donc, je pense que tout ça remonte à la notion de diversité, beaucoup. Et l'UNESCO a adopté une convention pour la diversité des expressions culturelles en 2005 à laquelle 140 quelques pays sont adhérents, dont la Belgique. Et elle a aussi émis un cadre de directive opérationnelle sur la mise en œuvre de la Convention dans l'environnement numérique en 2017, mais la Belgique n'a pas encore adopté de directives opérationnelles pour la diversité des expressions culturelles dans les environnements numériques en lien avec le numérique. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire pour s'arrimer avec la Convention pour la diversité culturelle de 2005, notamment de la part de la Belgique. Je suis venu aux enjeux de découvrabilité et d'intelligence artificielle beaucoup par le filtre des métadonnées ou des données sur les données, des données descriptives. Et c'est en cela que je dis qu'on n'a pas résolu les problèmes antérieurs à ceux d'aujourd'hui, parce qu'on n'a pas vraiment résolu le problème des données descriptives. Et j'en veux aussi ce que je dis à monsieur un peu plus tôt par rapport à la question de l'application du juridique, c'est qu'à partir du moment où on n'est pas capable d'identifier les contenus, on ne sait pas les décrire, on ne sait pas à quel objet culturel, à quel artefact on a affaire, vient très difficile d'assurer la rémunération des ayants droit et des créateurs de ces contenus-là. Donc, la question de la métadata, pour moi, demeure centrale et demeure extrêmement importante. Et je reviens donc à un événement qui avait eu lieu au MAMA en 2017, où il y avait eu une rencontre que j'avais animée avec Robert Kay du commun numérique Music Brains, parce que c'est beaucoup la musique qui m'intéresse. Mais donc, Music Brains est le Wikipédia de la musique enregistrée, essentiellement. Donc, déjà en 2017, on abordait ces problématiques. Le LATIS a été créé plutôt autour de 2018, le laboratoire auquel j'appartiens.
Et a produit, il y a des liens, là, il y a des hyperliens, c'est pour ça que je disais qu'éventuellement, le lien vers la présentation revient à la fin, donc si vous avez envie de consulter les études dessus. Le Québec a, si on veut, adopté, pas tant adopté, mais en fait a promu un plan culturel numérique qui a été financé et qui a développé différentes actions et politiques de 2014 à 2023. Il vient tout juste de se finir. Dans le cadre de ce plan culturel numérique du Québec, il y a eu plus que 150 mesures et chantiers qui ont été financés. À nouveau, pour vous montrer un peu l'ampleur de cette complexité. Et je dirais que ce plan culturel numérique du Québec n'est pas étranger à ce qui s'en vient après. Donc, il y a eu aussi, dans la foulée du plan culturel numérique du Québec, le rapport de la mission franco-québécoise sur la découvrabilité en ligne des contenus culturels francophones. Il y a une initiative actuellement d'échange et de travail bilatéral entre la France et le Québec sur les enjeux de découvrabilité. Et moi, personnellement, je suis un peu attristé par le fait que ça se limite pour l'instant à la France et au Québec. Je sais que dans le cadre de du tout récent sommet de la francophonie, les pays africains ont commencé à se rapprocher, pays africains francophones, mais il y a sur la découvrabilité et des éléments là qui devraient percoler dans l'ensemble des pays de la francophonie. Il y a eu aussi une journée de réflexion au Sénat français sur la diversité des contenus culturels d'expression autres qu'anglaise sur les plateformes numériques. Donc en octobre, il y a 2 ans. Il y a un lien là que peut-être... Bon, je pense qu'on a... J'ai une demi-heure, je pense. J'ai plus une demi-heure, mais j'avais une demi-heure. Vous avez donc présence des œuvres musicales de langue d'expression française dans Wikidata. Wikidata est une base de données alimentée par la foule, ouverte, publique, qui permet de recenser quantité de données qui vont fort probablement aussi, puis je suis heureux d'avoir entendu vos réflexions là-dessus, à savoir que le Creative Commons n'a pas nécessairement embrassé toute la portée de l'intelligence artificielle générative jusqu'ici. On déposait des contenus dans les communs numériques sans forcément savoir qu'éventuellement ces données et ces contenus-là serviraient à alimenter des applications commerciales d'intelligence générative. Donc là, on est face à une espèce de bifurcation un peu chaotique. Et si vous cliquez sur le lien là, vous allez avoir la liste des œuvres musicales de la francophonie, France-Québec. Je pense que la requête Sparkle ne contient pas encore la Belgique, mais c'est très simple d'ajouter la Belgique. Mais pour y voir que finalement, dans l'univers des communs numériques de Wikidata, il n'y a pas plus de 5 ou 6 000 œuvres de la chanson francophone qui font l'objet d'une déclaration, d'un élément déclaré dans Wikidata. Donc, les communs numériques auxquels on accorde beaucoup d'importance, qu'on consulte tous les jours. Je pense que Wikipédia, je serais étonné que certains d'entre vous ne l'utilisent pas. On en parle, on a beaucoup d'affection pour ces communs numériques. En même temps, on n'y contribue pas beaucoup. Et on n'a pas de politique nationale à l'effet de s'assurer aussi que nos contenus nationaux y sont répertoriés ou que les articles y sont robustes. Il y a certaines bibliothèques nationales qui font des ateliers de production de données, de savoir dans Wikidata ou Wikipédia, mais c'est relativement marginal encore. D'autres éléments de cette friche thématique. Il y a eu une conférence il y a 1 an ici à Bruxelles qui avait été portée par la coalition européenne des coalitions pour la diversité des expressions culturelles. J'imagine que ça a entre autres un peu percolé sur le AI Act, bien que sûrement pas comme on l'aurait souhaité ou pas avec l'ampleur qu'on aurait pu souhaiter. Puis, élément important, là, le Canada a adopté une loi sur la diffusion continue en ligne au mois d'avril dernier. Et ça, c'est contrairement
contrairement à ce qu'on a entendu jusqu'ici, le Canada n'a pas fait de révision de sa loi du droit d'auteur encore pour embrasser les réalités du numérique. On est encore très, très en retard sur notre loi sur le droit d'auteur. Par contre, on a introduit une dimension régulatoire dans la diffusion, dans ce qu'ils appellent désormais la radiodiffusion numérique, pour essayer d'englober sous la loi de la radiodiffusion canadienne, qui avant balisait la radiodiffusion hertzienne classique linéaire, là, d'y inclure désormais la radiodiffusion numérique. Et ça, bien évidemment, ça introduit toutes les problématiques liées à cette possible capture de l'économie déployée par les plateformes de streaming et toute la concurrence aussi indirecte que ces plateformes de streaming aussi ont sur la radio linéaire traditionnelle puis sur la publicité en ondes aussi. Donc, cette loi est pas mal osée et elle introduit une taxe aux plateformes de streaming musical de 5 % de leur revenu brut annuel pour les plateformes qui génèrent plus que 25 millions par année. Donc là, on est nettement au-dessus du 1,5 % de la taxe française. On est à 5 %. Et une cause a été déposée à la Cour d'appel du Canada et au procureur général du Canada par Spotify, qui conteste d'ores et déjà sa volonté ou même la pertinence de cette loi sur leurs activités commerciales au Canada. On va y revenir un petit peu. Et on a l'Association des professionnels de l'édition musicale, l'APEM, qui, en vertu d'un article qui avait jusqu'ici été ignoré par les parties prenantes pour essayer de cadrer la radiodiffusion numérique, l'Association des éditeurs musicaux, donc, a déposé une demande pour que les plateformes soient contraintes de donner des données d'usage sur la consommation des Canadiens de musique sur ces plateformes-là. Donc, nombre d'abonnés, le top général, top 5000 des titres canadiens, top 5000 des titres canadiens francophones, avec les identifiants uniques associés à ces œuvres-là, de façon à s'assurer qu'on puisse faire un décompte puis qu'on puisse étudier, en fait, les proportions ou disproportions dans les recommandations effectuées aux abonnés par les algorithmes des plateformes pour voir si les recommandations automatiques étaient équitables par rapport au comportement habituel de l'internaute. Il y a eu pas mal d'études qui ont été faites sur les comportements des internautes sur les plateformes de streaming, à savoir, est-ce qu'ils écoutent la musique qu'on leur recommande ou est-ce qu'ils écoutent la musique qu'ils cherchent eux-mêmes ou est-ce qu'ils cliquent pas plutôt sur des playlists éditoriales qui ont été créées par les plateformes? Et on veut voir si se maintient une certaine équité dans ce qui est recommandé versus ce qui est naturellement demandé par les abonnés québécois ou canadiens, ou s'il n'y a pas une disproportion quant à ce qui est poussé de l'avant par les plateformes de streaming. Évidemment, jusqu'ici, c'est une boîte noire et on n'a aucune idée. On spécule, on pense que les majors ont des conditions favorables, souvent, que les gros catalogues vont avoir tendance à être streamés davantage ou recommandés davantage, mais on ne le sait pas. Puis on cherche à le savoir. Puis le reste, écoutez, il y a le projet Fairmuse, dont vous êtes certainement au courant, qui est porté par l'Europe, qui est un projet de recherche justement sur les pratiques d'écoute en ligne, d'écoute musicale en ligne. Les IACT, on en a parlé. Et il vient d'y avoir aussi un sommet de l'avenir à New York, dans le cadre du dernier sommet des Nations Unies à New York. Il y a déjà un document qui est produit dans le cadre de cet événement-là. Et il y avait une présence donc de la Fédération internationale des coalitions pour la protection de la diversité des expressions culturelles dans le cadre de ce sommet pour l'avenir. Je ne sais pas tenir le temps. Il nous reste quoi? Encore la moitié? Un quart d'heure. OK, parce que, bon, je ne pourrais pas surfer sur le site, mais il y a différents projets depuis un bon nombre d'années qui tentent si on veut, de cadrer
ces problématiques, notamment d'assurer une forme de transparence puis une forme de traçabilité des contenus de façon à ce qu'éventuellement et la recommandation et la rémunération puissent être conséquentes par rapport aux différents catalogues nationaux ou aux différentes expressions culturelles, linguistiques ou territoriales. Il y a cette plateforme qui a été financée par le Plan culturel numérique du Québec qui s'appelle Métamusique, qui est bilingue, qui permet d'aller essentiellement recenser toute nouvelle œuvre qui est sur le point d'être publiée et de générer aussi les identifiants uniques qui doivent éventuellement être attachés à ces œuvres-là pour en permettre la traçabilité. Je vais revenir dessus, mais j'espère qu'on aura l'occasion de parler de Métamusique, qui est une initiative donc, du gouvernement québécois. J'ai pas l'air de vivre en France, hein, comme ça. Bon, c'était pour le plaisir. C'est juste pour essayer, parce qu'on est on est face à des enjeux extrêmement complexes. Puis je pense que ça vaut la peine de revenir sur les dimensions philosophiques de ça un peu. Donc, la technologie ne peut pas être contrôlée. C'est un train sans conducteur lancé à toute vitesse. Ce qui peut être inventé sera inventé. C'est tiré d'un roman qui vient juste de sortir, qui, en fait, est essentiellement inspiré du rapport Meadows sur la décroissance ou la nécessité de décroissance. Le rapport qui a été publié en 1972 et puis qui annonce pour 2050 la fin de l'espèce humaine. Bon, c'est un rapport scientifique sérieux, cela dit. Bon, on pourrait en parler très, très longtemps. Et ça introduisait, entre autres, la science de la dynamique des systèmes pour montrer que les effets de la pollution avaient des incidences sur ceci ou sur cela, que la croissance démographique avait des incidences sur la pollution et sur la pauvreté, et ainsi de suite. Puis je pense que une pensée pour les gens pour les Israéliens, les Palestiniens et les Ukrainiens au moment où on se pense, parce qu'avant qu'ils puissent reconstruire ces pays-là, je pense qu'il va se passer du temps. Donc, on parle d'intelligence artificielle, mais il y a des problèmes qui nous affecteront aussi, nous, éventuellement, et qui nous affectent déjà. La question de savoir ce qui peut être accompli par des créatures sociales comme ce qui ne peut pas l'être par des créatures non sociales est un terrain de recherche sous-exploité par les sociologues. Donc, on n'arrête pas d'en parler depuis tantôt. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle est capable de faire que l'humain n'est pas capable de faire? Celle-ci aussi, bouquin tout récent à ce moment-là, la souveraineté d'un pays, a fortiori d'un petit pays technologique, ne peut se réduire à la seule question de la nationalité de ses clouds ou de ses modèles d'entraînement. C'est aussi une affaire de rapport de force et de cognition, celle entre ses citoyens. Donc, je vous ai déjà parlé de la loi C11 au Canada. Je ne reviendrai pas dessus, mais il y a là le plan réglementaire en 3 phases qui stipule les différentes étapes en vertu desquelles la loi doit éventuellement atteindre un stade d'application. Et il y a le Québec en ce moment qui introduit la notion de droit à la découvrabilité. Il y a des réflexions, il y a une quantité de mémoires et de consultations publiques qui ont eu lieu pour voir s'il était possible d'introduire un droit à la découvrabilité. Qu'est-ce que la découvrabilité? Est-ce que j'ai une définition? Non, pas tout de suite. Découvrabilité, on n'a pas vraiment parlé encore depuis ce matin. C'est essentiellement la découvrabilité, c'est dans quelle mesure les plateformes favorisent-elles certains contenus ou d'autres contenus au moment, par leurs interfaces ergonomiques, par la façon que l'information vous est présentée ou par la façon dont les contenus vous sont proposés ou par le biais des listes recommandées. C'est de s'assurer qu'il y a une mise en valeur cohérente avec notre production nationale sur ces plateformes internationales-là, s'assurer que nos contenus sont aussi découvrables que les autres, ce qui équivaut un peu à l'ancien concept de quota en radiodiffusion hertzienne, où on insistait pour que les catalogues nationaux soient joués dans une proportion de X, par exemple, où tantôt vous avez évoqué la question des 30% de contenu audiovisuel sur le territoire européen. Encore faut-il qu'on puisse mesurer cette présence des 30% de contenu audiovisuel
et qu'on puisse mesurer aussi leur écoute effective, parce qu'ils ont beau être dans les catalogues, ils ont beau être présentés sur les interfaces, peut-être qu'il y a aussi des éléments de psychologie de l'attention qui sont déployés pour faire en sorte que, dans le fond, ce ne soit pas ceux-là qu'on écoute. Donc, cette question de la découvrabilité, c'est à nouveau extrêmement complexe, puis il faut voir comment on peut arriver à cadrer ça. Donc, ce qui est intéressant dans le cas des deux liens que vous avez là, c'est que vous avez des commentaires de la société civile, des commentaires des associations de créateurs et de créatrices qui viennent s'exprimer sur la pertinence de la loi et de ce qui pourrait y être amélioré ou qui, au contraire, présente peut-être des difficultés d'application. Donc, vous avez la société civile qui dépose des mémoires. Vous avez aussi les entreprises technologiques qui déposent des mémoires. Donc, si vous voulez savoir ce que pensent Google, Meta, Spotify, Netflix, qu'est-ce que ces gens-là ont derrière la tête au moment où on se parle, leurs mémoires en sont extrêmement évocateurs. Ils ont aussi une association à Washington qui s'appelle la DIMA, la Digital Industry Media Association, qui est extrêmement présente dans les cercles, dans les lobbies, qui font leur pression. Donc, les mémoires qui ont été déposées, les répliques à ces mémoires-là sont extrêmement édifiants. Les constats tirés des observations, c'est qu'on s'aperçoit que finalement, tout le monde là, se situe dans des positions complètement irréconciliables. Ça ne marchera pas, là, l'affaire. C'est foutu, c'est foutu d'avance. Elles estiment que la définition des contenus canadiens manque de précision. Première chose, c'est en situation canadienne. Les contenus qui devraient faire l'objet de cette mise en avant ou de cette découvrabilité, la définition de ces contenus-là manque de précision. C'est peut-être pas faux. Si on veut mettre en avant nos contenus, il va peut-être falloir savoir les décrire adéquatement, savoir y associer le pays d'origine, le nom des créateurs et des créatrices. Si on n'arrive pas à cadrer ce qu'on veut mettre de l'avant, on est mal pris. Elles affirment qu'ils en font déjà plus pour la découvrabilité puis la carrière des artistes que ce qui prévalait avant leur arrivée. À la radio, on s'entend que les écoutes, les playlists, les top 10 à l'époque, c'était pas terrible. Donc, et ça, c'est démontré. Il y a des études à cet effet que depuis que les plateformes de streaming sont arrivées, effectivement, l'écoute, la diversité des titres écoutés s'est ouverte. Donc, c'est un bel argument pour eux, là, ça. Ça ne veut pas dire qu'ils sont blancs pour autant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à améliorer pour autant. Elles ne peuvent pas discriminer le contenu régional et s'en remettre donc au libre choix des abonnés dans une prestation de monodiffusion. Sur le streaming, là, on peut pas. C'est difficile de mesurer les flux. Chacun a son propre signal. Comment on fait pour réguler dans un cadre comme celui-là, alors qu'avant, c'était relativement facile de mettre un mouchard sur les émetteurs puis de savoir ce que les radios jouaient. Maintenant, on sait, c'est lié aux préférences de chaque utilisateur. Mais ce qui est particulier aussi, c'est le fait qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas discriminer les contenus régionaux. Ça vous affecte tout particulièrement parce que si demain matin, il y avait des politiques qui visaient à cadrer la découvrabilité des produits belges, belges, flamands, francophones, dans quelle proportion, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Parce que les identifiants uniques des pays, entre autres des territoires à l'échelle des pays, les identifiants uniques permettent rarement de circonscrire Bruxelles, de la Wallonie, du territoire flamand. Puis les plateformes assimilent le versement de redevances à une contribution financière qui soutient la production des contenus. On s'entend que le droit d'auteur, c'est une chose, puis la production des bandes maîtresses, c'est autre chose. Mais elles disent, nous, on paye les maisons de disques, je vois pas on paye déjà des droits d'auteur, plutôt, on ne voit pas pourquoi on paierait davantage en production de nouveaux contenus. Ils payent aussi déjà des redevances aux maisons de disques. Ils ne voient pas pourquoi ils devraient payer une taxe de surcroît. Ils pensent qu'ils font ce qu'il y a à faire. J'en ai parlé déjà. Donc, ce qui est particulier, c'est qu'on est allé en deux temps. Il y avait dans le projet de loi à la fois une obligation de rémunération, de taxe, si on veut, de rémunération des nouveaux contenus. Donc, on a imposé une taxe,
Puis après, on imposait des mesures pour favoriser ou s'assurer de faire une mise en valeur adéquate, où on imposait donc des mesures de découvrabilité. Mais les mesures, la question de la découvrabilité posait un tel problème aux parties prenantes que finalement, ça a été reporté, les audiences publiques sur la découvrabilité ont été reportées au printemps 2025, mais le projet de taxer, lui, a immédiatement fait l'objet d'un règlement et qui est contesté, comme je vous disais tantôt, par Spotify. Donc là, ce qui est dommage, c'est que pour essayer d'avoir du fric maintenant, on s'est un peu tiré dans le pied, c'est une expression canadienne, merci. On s'est un peu tiré dans le pied par rapport à des obligations potentielles de mise en avant des contenus ou de découvrabilité des contenus, parce qu'on l'a fait en 2 temps, on l'a fait par étapes, puis finalement, la première étape est en train de tuer la deuxième. Je parlais des communs numériques un petit peu, l'importance d'y contribuer. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une première révision de la loi du gouvernement canadien en matière de radio commerciale disait que le Conseil élaborait actuellement un système de surveillance numérique et une base de données ouverte pour simplifier et automatiser les processus d'identification des pièces musicales. Ce système repose sur des données probantes qui peuvent être vérifiées et ancrées dans des métadonnées existantes et normalisées à l'échelle internationale, comme l'International Standard Recording Code pour les enregistrements sonores, l'International Standard Name Identifier pour les interprètes, les artistes, les créateurs, ainsi de suite. Donc, c'est des identifiants de personnes et de personnes morales. Et l'International Standard Musical Work Code qui est associé à l'œuvre musicale sous-jacente à l'enregistrement sonore. Donc, déjà, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes avait commencé à allumer sur l'idée d'offrir une base de données ouverte, consultable par les parties prenantes, pour être capable de fonder une mesure de la découvrabilité ou une mise en valeur adéquate des contenus canadiens sur la base d'une base de données qui soit ouverte, publique, qu'on puisse contester telle œuvre est-elle ou tel enregistrement est-il ou pas belge, et peut-on, après ça, mesurer la mise en avant de ces contenus-là parce qu'on a une base référentielle. On a parlé tantôt que les bibliothèques nationales pouvaient peut-être jouer ce rôle-là, je pense que oui. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que le CRTC s'avançait lui-même sur la piste en 2022. Maintenant, on ne sait pas s'il va forcément réussir à y parvenir, compte tenu de la quantité d'embûches qu'ils ont sur leur chemin actuellement. Je ne vais pas rentrer là-dedans, malheureusement, mais ce soir, si vous êtes libre, il y a un événement à la Maison des musiques et je vais rentrer dans le détail de la question des identifiants uniques puis des données descriptives. C'est fascinant, hein? C'est comme comment est-ce qu'on peut recommander adéquatement des contenus si on ne sait pas, par exemple, quelles sont les humeurs musicales associées à ces contenus. L'intelligence artificielle est capable d'inférer les humeurs des contenus, mais est-elle toujours apte à le faire? Et pourquoi est-ce que ce ne sont pas les créateurs des contenus eux-mêmes qui ne seraient pas en mesure d'associer l'humeur de leur contenu eux-mêmes? Pourquoi faire par une machine quelque chose que l'humain est capable de faire en 2 secondes, grosso modo? Ça coûte de l'électricité, j'ai entendu dire. Ça va être la dernière chose. Je pense qu'il faut donc travailler sur des vieilles théories de l'étude des sciences et des technologies et sur des vieilles théories en nouvelle gouvernance. Dommage parce que la dame de l'administration de la culture nous a quittés. Mais il faut revenir à seulement des théories comme celle de l'acteur réseau, de Michel Callon, Madeleine Acriche du musée... ça m'échappe. Mais ils ont amené le fait que dans l'équation, il y a des actants humains, on en est conscient, il y a des actants non humains, il y a des inscriptions puis des discours, donc métadonnées, données d'usage, données de profilage. Il y a des inscriptions dans le web qui sont aussi déterminantes pour la conduite de ce qui nous intéresse. Et on a besoin, dans cet état de chaos, de complexité et d'incertitude, on a besoin d'introduire des nouveaux modes de gouvernance
pour faire en sorte que l'ensemble de ces acteurs soient pris en compte, mais aussi que l'ensemble des parties prenantes aussi puissent s'exprimer. Et là, je rentre dans l'utopie, mais s'il n'y avait pas possibilité d'être utopique, je pense que je ne serais pas ici. Il y a la notion de gouvernance collaborative ou les régimes de gouvernance collaborative qui proposent un quadriciel qui permet d'analyser un secteur problématique comme la toxicomanie en milieu urbain ou l'environnement ou les déchets, quoi faire avec les déchets nucléaires. Il y a donc des régimes de gouvernance collaborative qui sont historiquement mis sur pied pour permettre à l'ensemble des composantes de la problématique de s'asseoir autour d'une table et d'en débattre. C'est utopique parce qu'on l'a vu tantôt, les GAFA sont convaincus qu'ils font ce qu'ils ont à faire, point barre. Ça a été abordé. Mais pour monsieur, peut-être Daniel Gervais vient de produire un document donc sur... puis aussi Marc Dumoulin de l'EXA a fait une excellente présentation au Forum Arléine à Montréal aussi, où il revenait justement sur ces questions. Les artistes n'ont pas donné leur consentement pour qu'on fasse ça avec leur truc. Il n'y a pas de transparence et il n'y a pas de rémunération. Et ce qu'on produit avec l'intelligence artificielle basée sur des données d'entraînement vient en concurrence directe avec le produit réalisé par les artistes créateurs. Voilà, c'est le lien. Merci beaucoup. Merci.